Le pénis du roi est, je cite, fin comme un bâton de cire à la base et aussi épais qu'un poing à son extrémité, aussi long qu'une queue de billard. C'est ainsi que l'écrivain français Prosper Mérimée se chargeait de décrire le sexe du roi d'Espagne Fernando VII ou Ferdinand VII dans une lettre adressée à son ami, un autre écrivain bien connu, Stendhal. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vous ai écrit cet épisode et ce podcast est monté et mixé par Sébastien Girard, un podcast produit par La Fabrique Audio. Avant de commencer, merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous envoyer vos commentaires, vos avis, vos messages, notamment via l'application de Spotify sur laquelle il est assez facile de nous envoyer des petits messages. Il y a notamment Mathilde, Catherine, Cathy, également Nico qui nous ont envoyé cette semaine dans les derniers jours des messages. Merci à eux pour leurs commentaires et merci à vous d'écouter cette nouvelle petite histoire sur un roi d'Espagne. Aujourd'hui, on parle de Fernando VII, petit-fils de Charles III et père d'Isabelle II. Si le règne de ce roi a été marqué par l'invasion napoléonienne sur ces terres ibériques, ce n'est pas de ça dont on va vous parler. Non, aujourd'hui, j'évoque avec vous un point bien plus intime. On va parler des 4 mariages du roi, mais aussi et surtout de son handicap physique, c'est-à-dire son pénis qu'on appelait macrosomique, un pénis entré dans l'histoire de l'Espagne. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. Alors, on ne peut pas dire que Fernando VII est un roi qui a marqué les esprits du début du XIXe siècle. On se rappelle de lui parce qu'il a été contraint par Napoléon à abdiquer à Bayonne. On se souvient également qu'il a dû passer toute la guerre d'indépendance emprisonné en France. Puis, on a aussi en tête que Fernando VII a pris des décisions politiques peu heureuses qui n'ont pas plu à grand monde en péninsule ibérique. Alors, ce qui a surtout marqué les esprits, c'est que monsieur a des manières brusques. C'est ce qu'on appelle un misogyne déclaré, d'ailleurs. Il est très conservateur, il possède un caractère de cochon et il a un manque d'intérêt évident pour la culture. Fernando VII n'est donc pas un roi qui a marqué l'histoire de son pays, sauf peut-être pour la grande taille de son pénis. Parce que le sexe de Fernando VII n'était pas gros de nature ou de génétique, il était gros parce que malade. Une maladie connue sous le nom de macrosomie génitale, maladie qui rendait son pénis beaucoup plus gros que la normale. La macrosomie, c'est en fait un développement excessif des organes génitaux. On dit du sexe de Fernando qu'il mesurait environ 30 cm en érection. Et cette macrosomie génitale, ou macrogénitosomie, c'est le deuxième nom de cette honteuse maladie, a eu de grandes conséquences dans l'histoire de l'Espagne. Oui, parce que le monarque a eu beaucoup de difficultés à donner une descendance au trône d'Espagne. En effet, le roi, du fait de la dimension de son sexe, ne pouvait avoir de relations sexuelles. Certains disent même que les épouses du roi mouraient à cause des blessures internes que son membre causait. Alors, la première épouse de Fernando VII, on va dire qu'il n'est pas allé la chercher bien loin, puisqu'il s'agit de sa cousine, Marie-Antoinette de Naples et de Sicile. Elle a 17 ans quand il se marie, mais le mariage n'est consommé qu'un an plus tard. Et ça se passe très mal au lit. La princesse raconte même que son mari de roi la dégoûte. Alors tous deux parviennent quand même à quelques rapports sexuels, mais la reine fait 2 fausses couches, puis elle va mourir de tuberculose. On passe donc à la deuxième épouse. La deuxième, c'est Marie-Isabelle Françoise de Bragance. Là pareil, c'est compliqué au lit, mais ils y arrivent quand même un petit peu, et ils font naître une fille. Mais c'est cette dernière qui va mourir avant ses 4 mois. Un an plus tard, Maria Isabelle est de nouveau enceinte. Mais c'est elle qui décède alors qu'elle est dans un état avancé de la grossesse. La troisième reine, c'est Marie-Joseph de Saxe. Celle-ci n'a que 15 ans quand le mariage est prononcé. Le roi, lui, en a 35. Bon, ces différences d'âge sont évidemment choquantes de nos jours, mais comme vous le savez, elles étaient assez habituelles à cette époque. Ce qu'on sait de cette reine, c'est qu'elle a été littéralement effrayée lors de sa nuit de noces par le roi. Effrayée en le voyant nu, car confrontée à plus de 30 cm. C'est elle qui le raconte. On dit qu'elle a tellement été étonnée du spectacle qu'elle s'en est fait pipi dessus de peur. Et puis surtout, on dit qu'elle a été effrayée par la brusquerie du roi. Lors de leur première nuit, Sa Majesté aurait d'ailleurs commencé à la ploter sans ménagement, comme un bourrin, je cite toujours la reine. Du coup, la reine se serait échappée du lit en courant et en criant,
Le roi l'aurait poursuivi dans toute la pièce, mais la reine, bien plus jeune et puis surtout en meilleure forme que le roi et donc plus agile, serait parvenue à lui échapper. Le roi, lui, il est gros, il est lourd, on dit qu'il a également la maladie de la goutte, bref, des difficultés à marcher, et donc il finit par trébucher et il tombe la gueule en avant. Son visage vient de se cogner sur le sol, et quand il se relève, il entre dans une colère terrible. Il est en fait humilié et puis surtout frustré. Alors après cette première expérience traumatisante avec le roi, la reine fait tout pour rejeter les avances de son époux. Elle n'a désormais plus aucune envie de voir de trop près le roi et son membre, et ça ne plaît pas du tout au roi qui en parle un petit peu à droite à gauche. Et puis au-delà de sa frustration sexuelle, il y a bel et bien le souci de donner au royaume un descendant. Et qui dit pas de relation, dit pas de petit prince pour occuper plus tard le trône royal. Alors tout le monde commence à se mêler de l'histoire, et ça remonte même jusqu'aux grandes oreilles du Vatican, précisément à celles du pape de l'époque, le pape Léon XII. Ce dernier se sent donc dans l'obligation d'intervenir auprès de la reine pour tenter, je dis bien tenter, de la convaincre d'avoir des relations sexuelles avec son mari de roi. Mais rien n'y fait, la reine a bien trop peur de souffrir avec son époux. Sans être donc tombée enceinte pendant les 10 années de leur mariage, Marie-Joseph de Saxe va finir par mourir prématurément d'une forte fièvre. Nous sommes en 1829. Le roi, lui, n'a toujours pas de descendance et le temps presse. Du coup, à bout d'espoir, le roi va demander à ses médecins de l'aider. À ce moment-là, on n'a pas beaucoup de médicaments à proposer, alors les médecins se décident à confectionner un objet, une sorte de bouchon qui est censé, je dis bien censé, faciliter les relations sexuelles du roi ainsi que de la reine. Il s'agit d'un outil qui ressemble à un coussin qu'on glisse comme un bouchon à l'intérieur du sexe de madame pour en protéger les parois utérines. Le coussin circulaire est en fait percé d'un trou central que les médecins ont fait préalablement. En gros, c'est un tampon perforé de quelques centimètres d'épaisseur à son centre, à travers lequel Fernando va insérer son membre pendant les rapports sexuels. Et c'est Marie-Christine Ferdinande de Bourbon, princesse royale des Deux Siciles, sa dernière épouse, qui va accepter d'utiliser cet artefact. Et c'est de cette dernière femme, Marie-Christine Ferdinande, que le roi va obtenir 2 enfants, 2 filles, Isabelle II ainsi que Louisa Fernanda. Alors on a parlé dans cet épisode du roi Fernando VII, mais on dit que le roi Ferdinand VII n'est pas le seul à avoir souffert de cette fameuse maladie. Le roi Charles II de Roumanie aurait lui aussi été atteint d'une maladie similaire. Le roi Carol II de Roumanie était pourtant connu sous le nom de Playboy King pour avoir eu une vie amoureuse intense, donc la maladie de son sexe ne l'aurait pas empêché de courir les jupons si l'on en croit les écrits, mais en tous les cas, la taille du pénis de Carol II était connue et aurait amené certaines de ses maîtresses à subir des interventions chirurgicales, histoire, je cite, d'éviter les déchirures du périnée. Voilà pour cet épisode un petit peu spécial de La Petite Histoire. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.